Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak, et comme je vous l'ai promis, nous allons parler de Crown Jewel plus en détail et plus de manière générale. Oui, ces deux mots sont anachroniques, mais ce n'est pas grave. Détail et général, c'est uniquement trouvable sur la chaîne de Kozak. Alors, Crown Jewel, qu'est-ce que ça donnait? Crown Jewel, un show en Arabie Saoudite qui a un mauvais historique, on va pas se mentir, mais plus les années passent, plus les années avancent, plus on se retrouve sur une qualité de show plutôt, qualitative en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, en ce qui concerne Crown Jewel, et ce show présent n'a pas délogé la règle, on avait un show que j'ai trouvé de bonne qualité. Pas des moments exceptionnels qui resteront à jamais marqués dans l'histoire, pas un chef-d'œuvre de show, mais un show qui a une qualité constante, qui était une bonne qualité. Voilà, une bonne qualité. Le fameux 7 sur 10. La bonne note. La bonne note basique, simple, mais efficace, qui est très bien. Très très bien, je n'ai rien à dire. J'ai passé un très bon moment devant Crown Jewel de manière générale. Bonne qualité de match. Des superstars qui gagnaient en hype, qui voyaient leur personnage grandir et grandir, une foule qui était complètement rangée derrière les babyface et des heels qui étaient complètement détestés, bref, un show réussi. Dans le booking, c'était réussi. Et je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Donc, on va pas passer trop de temps sur chaque match, puisque des fois, il n'y a pas grand-chose à dire. Par exemple, pour le match de Drew McIntyre contre Seth Rollins, j'ai déjà parlé du résultat et de ce que j'en pense. D'ailleurs, c'est peut-être le résultat qui soulève le plus de questions. Et c'est pour ça que j'ai sorti une vidéo sur le cas de Drew McIntyre. Je vous laisse la voir sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. Mais en ce qui concerne le match, parce que j'ai pas parlé du match, le match était très qualitatif, il n'y a eu pas de souci, la foule était complètement rangée derrière Drew McIntyre, malheureusement ce dernier a perdu face à Seth Rollins. Je ne suis pas fan du personnage de Seth Rollins, mais je ne peux que saluer ses prouesses athlétiques et le mec sait comment bien catcher et sait comment faire de très bons matchs. Le match était très bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Victor de Seth Rollins, il conserve son titre qui ne vaut pas grand chose puisqu'il est dans l'opener alors que le main event, c'est le titre qui vaut beaucoup plus que le sien, celui de Roman Reigns, le véritable champion. J'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais Seth Rollins n'est qu'un champion de façade. C'est un titre pour faire plaisir à Seth Rollins, mais c'est un titre qui n'a aucun historique et qui n'a aucune valeur à mes yeux et aux yeux de nombreux fans de catch. La suite, c'était le five-way féminin pour le titre de Rhea Ripley, le titre féminin de Rhea Ripley. Elle affrontait Nia Jax, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler et Zoe Stark. Et c'était... Ça ne pouvait pas être mieux que ce que c'était. Les matchs five-way, ce sont jamais des matchs importants qui vont rester dans l'histoire, puisque c'est des matchs à spot où aucun catcheur n'a vraiment le temps de briller dans le temps, de prendre le temps de construire une histoire. C'est plus un match où chaque catcheur, en l'occurrence catcheuse, va avoir son petit moment à elle pour briller, mais ce petit moment ne va pas rentrer dans les annales. Les matchs five-way, c'est plus des petits spot fest pour divertir l'arène, mais ça ne peut pas possiblement être des grands matchs. Au moins cette structure-là, cette structure de 5 catcheuses qui se battent sans stipulation dans un match sans disqualification, le premier qui fait le tomber gagne le match, ça ne peut pas être un grand match. Mais c'était honnête pour ce que c'était. Justement, c'est le style de match où on va se rappeler des petits spots. Et le spot le plus intéressant, c'est son contest Shayna Baszler qu'il a eu. Au moment où elle a réussi à soumettre 3 personnes, je crois, Nia Jax, Raquel Rodriguez et Rhea Ripley, dans une prise de soumission jusqu'à ce que Zoe Stark fasse la save. C'était un moment qui était hyper intéressant, ça a permis de mettre le plus en avant Shayna Baszler, et c'est bien parce que c'est elle qui a pris le pin, ça a rétabli la balance. En effet, c'est Rhea Ripley qui conserve son titre. Et c'était évidemment le bon choix. Rhea Ripley, si elle doit perdre son titre, c'est dans un match 1 versus 1, le jour où une catcheuse saura se montrer à la hauteur et pourra porter le business sur ses épaules comme le fait actuellement Rhea Ripley dans le roster féminin. Sinon, j'ai pas grand chose à dire. J'ai aimé le fait qu'ils aient beaucoup teasé le match de Nia Jax. Pas le match, je veux dire, mais la prise de Nia Jax qu'elle avait botché sur Rhea Ripley, où elle avait failli blesser cette dernière, où elle met tout son poids dans le coin en s'asseyant sur son adversaire. Plusieurs fois, elle a tenté le move, et nous, on sait que c'est extrêmement dangereux pour l'adversaire, et à chaque fois, elle s'est fait contrer par les lutteuses. Donc, bref, bonne construction, ça ne pouvait pas être mieux que ce que c'était. En revanche, un match qui m'a énormément surpris, c'est le match suivant, c'était John Cena face à Solo Sikoa. Et encore une fois, je ne peux que saluer le
la gentillesse de John Cena et son amour pour le business pour élever les talents que le business veut élever. Et il le fait de la meilleure des manières. Il utilise son star power, il utilise sa notoriété pour élever des jeunes gars et il le fait correctement. Il le fait si putain de bien. Et Solo Sikoa ici est paru comme un véritable monstre. Il a bousillé John Cena. Le match était équilibré, mais à la fin, le dernier acte du match était grinçant. Solo Sikoa qui pulvérise John Cena avec une multitude de Samoan Spike. Il pourrait faire le tomber, mais il continue à spike le visage de John Cena, la gorge de John Cena, il continue à le spike encore une fois, encore une fois. Et c'est horrible à voir ça. C'est horrible pour les fans dans l'arène, les fans de John Cena. C'est un moment qui est assez, voilà, traumatisant, j'imagine, pour les plus petits fans de catch, les tout petits enfants. Ça peut être un moment qui est traumatisant et c'est super ce genre de moment. Ça rappelle bien sûr le moment où Brock Lesnar avait dévasté John Cena, lui avait laissé aucune chance lors de Extreme Rules, il me semble. Ou SummerSlam, je sais plus trop, peut-être que je confonds les deux shows. Mais c'est super de faire ça, puisqu'encore une fois, la foule était complètement rangée derrière John Cena. Sikoa se faisait huer à chaque fois qu'il revenait. John Cena a fait un match extrêmement technique où il a changé un peu la donne. Il a essayé de focus la main droite de Sikoa avec laquelle il utilise le spike. Il a fait beaucoup de prises techniques pour affaiblir cette main de Solo Sikoa, qui évidemment, au fur et à mesure, commençait à faire des spikes, mais se faisait extrêmement mal à la main par la même occasion à cause de ce que avait fait John Cena à sa main. Mais au final, il va lancer son coup de rage et commencer à spike encore une fois, une multitude de fois John Cena. Et encore une fois, c'est super quand je vous parlais du fait que John est pas con, que c'est un amoureux du business et qui va tout faire pour élever le business, pour passer le flambeau de la meilleure des manières. Solo Sikoa, après ce match, va apparaître comme un vrai monstre, une véritable menace. Il l'était déjà, mais là, il a battu John Cena dans un pay-per-view en Arabie Saoudite. Et son spike, en plus d'être une arme mortelle, peut aussi devenir une arme de torture maintenant. On a rajouté beaucoup de sadisme chez Solo Sikoa, un truc qu'il n'avait pas forcément, et ça ne fait qu'élever son personnage. Et en tant que bras droit du grand champion intouchable Roman Reigns, et bah ça la met là, ça la met plutôt haut, et c'est super cool pour Solo Sikoa, donc merci John Cena, merci pour tout, tu peux effectivement bien le remercier. Le match suivant, c'était le titre des États-Unis, Logan Paul qui affrontait Rey Mysterio, le champion. Avant de lancer ce match, j'étais en mode... le fait que Rey Mysterio soit champion, pour moi, ça ne faisait pas beaucoup de sens, puisqu'il ne pouvait pas faire grand-chose avec cette ceinture. Je veux dire, le mec a une carrière légendaire, exceptionnelle, mais... voilà, il en a eu des titres, maintenant il faut aider les plus jeunes, il faut aider les petits gars, et le fait qu'il arrache la ceinture à Austin Theory, qui pour lui, pour moi, sera dans le futur une grande star du catch, je voyais pas trop l'intérêt. Et je ne vois toujours pas trop l'intérêt de la place d'Austin Theory dans tout ce bordel. Mais ils ont peut-être lâché un petit peu Austin Theory pour se concentrer sur Logan Paul, puisque effectivement, c'est Logan Paul qui va battre Rey Mysterio dans ce premier match, dans un match de championnat. Il va obtenir son premier titre à la WWE. Et évidemment, c'est un titre secondaire. Il ne peut pas être champion mondial. Il n'a pas la stature pour faire ça, évidemment. Mais en tant que champion secondaire... ça ne me dérange absolument pas de voir Logan Paul champion dans cette compagnie. Alors, sans parler de tout son passif et de tous ses excès qu'il a fait sur YouTube, voilà, on se rappelle de ses histoires au Japon, c'était une catastrophe. Mais dans le business du catch, la seule chose qu'on peut dire sur Logan Paul, c'est que le mec, il se fait chier. Le mec, il bosse, et ça se ressent qu'il bosse comme un acharné pour pouvoir proposer les meilleures performances possibles, et non pas que sur le ring, mais aussi dans les promos, dans les constructions, et en plus de faire le mec flamboyant, d'être bon sur le ring, le mec a aussi le luxe, il se paie le luxe d'être aussi quelqu'un sur lequel on peut compter pour se sauver d'une blessure. En effet, peut-être que le moment qui a fait le plus jaser, le plus jaser dans le bon sens, qui a fait le plus parler de lui, c'est le moment où Logan Paul a sauvé Rey Mysterio de se briser la nuque. on va en reparler de ça, mais quand je vois des tas de lutteurs à la EW faire des trucs de dingue, des trucs extrêmement dangereux et se blesser les uns après les autres, et que je vois, alors que c'est des catcheurs surentraînés qui catchent depuis je ne sais pas combien de temps dans le business, et que je vois Logan Paul qui sauve Rey Mysterio...
Je me dis, Logan Paul est plus safe que les Rey Fenix, les Pentagon Junior et toutes ces conneries de l'autre côté. Et on parle de Logan Paul, le mec il est arrivé depuis très peu de temps dans le business du catch et il catch jamais en plus. Je- Encore une fois, il a entraîné avec les meilleurs. Il est entraîné avec les meilleurs, avec des professionnels. Et avant de lui apprendre à faire toutes les voltiges du monde, on lui a appris à être safe. Qu'il soit digne de confiance sur un ring, même pour des vétérans. Même s'il catch que très rarement, il faut qu'il soit digne de confiance. Et il a prouvé ici qu'il peut l'être. Et le pire, c'est qu'il l'a sauvé, mais direct après, il l'a rattaqué. Je veux dire, il a pas niqué le spot, il a pas fait en sorte de prouver à tout le monde que le catch était faux. Non, il l'a sauvé pour directement l'agresser sur une autre prise, comme si c'est ce qu'il voulait faire depuis le début. Il a tout compris. Et bah, le match était athlétiquement extrêmement intéressant. On a eu beaucoup de spots hyper cool, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas un spot fest, c'est que c'était deux high flyers qui se battaient et qu'utilisaient leurs compétences athlétiques, leur salto arrière, leur salto sur les cordes pour se faire un close line, toutes ces prises vachement acrobatiques, vachement voilà, grandiloquentes, étaient utilisées pour faire mal à l'adversaire et non pour faire le grand show. Et c'est ça comme ça qu'il faut se battre en tant que high flyer. Logan Paul sait comment se battre en tant que high flyer et il fait un bien meilleur boulot d'high flyer que la quasi-majorité, que 80% du roster de la EW. Encore une fois, pas parce qu'il est forcément meilleur, mais parce qu'il s'entraîne correctement et parce qu'on l'a entraîné correctement. Et cela a été fait par des professionnels. Point barre. Logan Paul est champion. Ça va faire de la visibilité pour le produit. Il va utiliser son autorité sur Instagram, etc., sur les réseaux pour se mettre en avant en tant que champion US, à rapporter de nouveaux visages sur le produit WWE, ce qui est bon pour la compagnie. En plus de ça, ça va être un très très bon champion US parce qu'il est arrogant, il est narquois, et cela, il le fait très naturellement parce que c'est comme ça qu'il est dans la vie de tous les jours, c'est un influenceur, et il va se la péter, les promos vont être juteuses comme d'habitude. Bref, c'est une bonne décision, c'est une très bonne décision, bref, et en plus c'était un bon match. La suite, ça va être beaucoup plus rapide. On a eu Io Sky face à Bianca Belair qui avait fait un excellent match. Je crois que c'était à WrestleMania Backlash, je sais plus trop, ou alors un autre pay-per-view, où elles ont fait un très très bon match de catch. La foule était à fond dans le match. Ici, la foule était un petit peu éteinte. On a eu beaucoup de bangers. On a eu Rey Mysterio contre Logan Paul, John Cena contre aussi quoi. La foule s'était vachement excitée à ce niveau-là. Et pour le match féminin, c'est un petit peu endormi et je trouve cela dommage puisque le match était d'excellente facture encore une fois. Je ne pense pas qu'il était aussi bon que leur premier match, mais ce que j'adorais dans ce match féminin, c'est que c'était un putain de combat compétitif. C'était un combat, les meufs elles se sont mis sur la gueule et on sentait toute la douleur, toute la rage et tout le... Elles étaient prêtes à tout pour remporter ce titre. Et bah, comme vous le savez, j'adore ressentir la compétition dans les matchs de catch, j'adore ressentir le côté réel, et là on l'a ressenti, je sentais les enjeux, je sentais la douleur, je sentais le selling. Io Sky, elle scelle comme pas possible, elle fait des trucs superbes. Encore une fois, c'est très très compliqué de se ranger à fond derrière elle, puisque un peu comme Seth Rollins, ce n'est pas la véritable championne féminine de la compagnie, c'est Rhea Ripley, elle paraît un peu comme une championne secondaire. Et en plus, la barre de la langue l'empêche d'établir à 100% son personnage. Donc c'est compliqué encore une fois de s'investir derrière elle, mais par contre dans un ring, mais elle est fantastique, Io Sky. C'est j'arrive plus à parler, excusez-moi. Une très très bonne lutteuse. Et, euh, et Bianca Belair, bah, elle a la stature, a la shape, a le physique d'une star, et catch comme une putain de déesse. Encore une fois, c'est au niveau des promos, il y a un peu plus de mal avec Bianca Belair, mais dans le ring, ça fait des étincelles, et le match était très très bon. Dommage que la foule n'était pas à fond. Io Sky conserve, ce qui est... ça aurait pu être l'un ou l'autre, on s'en fiche un petit peu, c'est Rhea Ripley la grande championne, donc pas trop intérêt à ce niveau-là. Par contre, match suivant avec beaucoup intérêt, c'était Cody Rhodes face à Damian Priest du Judgment Day. Euh, c'est excellent. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je veux dire, j'ai jamais vu Cody Rhodes dans un mauvais match. Je n'ai jamais vu Cody Rhodes dans un mauvais match. Et encore une fois, ce match-là est la preuve que la WWE, quand elle veut capitaliser, quand elle veut mettre en avant un catcheur et construire une star,
elle va le faire, elle sait le faire, et ça va avoir surtout des résultats. Cody Rhodes a été accueilli d'une manière babyface lunaire. La foule était intégralement rangée derrière lui. Et ça donnait beaucoup de hits à Damian Priest, et ça a profité au match, parce qu'on a eu un match extrêmement classique, heel contre face, le heel fait un travail de hit, mais passe à tabac le babyface, la foule va encourager babyface qui va se relever, qui va faire des comebacks, et les cris de rage de Cody Rhodes quand il reprend son second souffle sont toujours extrêmement jouissifs à regarder. Et Cody Rhodes va remporter le match avec son triple crossroads pour la victoire. Bref, un match extrêmement classique, mais qu'est-ce que j'aime voir les matchs de Cody Rhodes avec une foule qui est animée, suranimée. C'est encore une fois, c'est ça le but. Tant pis c'est classique, tant pis si ça ne sort pas de l'ordinaire. Ça fonctionne. Et voir une foule de gens non pas chanter We want tables or This is awesome, mais chanter Cody, 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 c'est ce que rêve tout putain de catcheur. Le fait que vous ne chantez pas pour les fournitures, que vous ne chantez pas pour la qualité de la prouesse athlétique, mais que vous chantez leur putain de nom, c'est ça le rêve de tout catcheur. Et quand on chante ton nom, ça prouve que tu es un excellent babyface. Et Cody Rhodes, je ne sais, à tous ses matchs, la foule chante Cody, Cody, Cody. Dans ses promos, la foule chante Cody. Pendant son entrée, la foule chante Cody. C'est l'ultime babyface de la WWE à l'heure actuelle. C'est celui qui incarne le plus les anciens traits de John Cena en tant qu'ultime babyface à l'heure actuelle. C'est réussi, et encore une fois, c'est lui qui doit détrôner Roman Reigns à WrestleMania, puisque c'est ce qui fait le plus de sens, et c'est celui qui pourra le plus porter la compagnie lorsque Roman Reigns sera déchu. Et en parlant de Roman Reigns, on va parler du main event, LA Knight face à Roman Reigns pour le titre mondial de la compagnie. Et encore une fois, exactement comme le match précédent, sauf que là c'est le titre mondial qui est en jeu. On a Roman Reigns, la grande superstar, l'homme invincible à abattre aux côtés de Paul Heyman face à la mégastar, au nouveau babyface qui a émergé, LA Knight, qui, comme Cody Rhodes, était complètement over. La foule a scanné son nom comme pas possible, la foule l'a encouragé comme pas possible. On était sur un match de Roman Reigns tout à fait classique, on commence à connaître la structure, Roman Reigns va prendre l'avantage au début du combat, va un peu narguer son adversaire, va le smasher comme il dit, va le smasher, puis le smasher, puis le smasher, jusqu'à que l'adversaire va un petit peu, mais Roman Reigns va avoir un second souffle, Superman Punch into Spear, kick-out de LA Knight, la full pop au kick-out de LA Knight. LA Knight va continuer à refaire des comebacks, à faire son finisher sur Roman Reigns. Les interventions de Jimmy Uso, de Paul Heyman, etc., des interventions comme d'habitude, des rev bumps. Bref, toute une construction qui est assez classique dans les matchs de Roman Reigns, mais ça marche tout le temps. Et bien sûr que les Knight n'allaient pas vaincre Roman Reigns, évidemment qu'ils n'allaient pas le battre, même si le mec émerge et le mec obtient de plus en plus de hype, ce n'était pas le lieu, ni la personne malheureusement, pour battre Roman Reigns. Mais je suis tellement content d'avoir vu LA Knight être dans un match compétitif face au plus grand champion dans le main event. C'est fantastique pour lui. C'est fantastique pour lui, et maintenant il faut continuer à builder LA Knight, continuer à le laisser dans le main event, affronter d'autres catcheurs. Et je vous le redis encore une fois, mais LA Knight a peut-être perdu face à Roman Reigns. Mais s'il y a une personne qui, je verrais bien, détrôner Gunther pour permettre à Gunther de passer dans le main event avec les titres mondiaux, etc., ce serait LA Knight. Je ne dis pas qu'il faut qu'il le fasse de manière clean, peut-être avec un petit peu d'aide, pourquoi pas. Mais s'il y a une personne pour battre Gunther, bah pour moi c'est LA Knight à l'heure actuelle. Un babyface hyper over, quelqu'un que les fans veulent voir, les fans qui scandent leur nom, qui scandent son nom, excusez-moi, puisque le mec ressemble à un catcheur. Quand je dis qu'il ressemble à un catcheur, c'est que il incarne l'idée qu'on se fait d'un catcheur, l'idée que les catcheurs représentaient dans les années 80, 90, début des années 2000. Et oui, tout le monde dit, ouais, t'es qu'une version de The Rock, t'es qu'une version de So Cold C. Austin, mais peut-être que c'est qu'une version d'eux, mais c'est celui qui leur ressemble le plus. Et c'est ce que recherchait n'importe quel catcheur à l'époque, de la personnalité. LA Knight a un max de personnalité, LA Knight incarne les traits d'un catcheur, et ça fait tellement du bien
de voir ça à l'heure actuelle, là où tout le monde joue un personnage, joue au catch. Lui, il ne joue pas au catch. Lui, c'est un catcheur. C'est ça la petite différence, la petite nuance avec LA Knight, et c'est pour ça qu'il est over. C'est pour ça qu'il est complètement over. C'est pas que des catchphrases, c'est pas que des yeah ou des nanas, c'est pas que ça LA Knight. Il le fait, mais ce n'est pas mécanique. Il incarne. Il incarne les traits du catcheur. Bref, donc je ne vois pas pourquoi son destin serait mauvais. Il a peut-être perdu cette nuit-là et c'est logique qu'il ait perdu. Mais je pense que tout va très bien se passer pour LA Knight à partir de maintenant. Ce n'est pas qu'une petite vague de hype, c'est un catcheur qui va continuer à être buildé parce que les fans vont redemander du LA Knight. Évidemment, il ne faut pas qu'il ait plus de défaites maintenant, il faut lui remettre des victoires directement, c'est normal, sinon sa hype va redescendre. Mais j'ai confiance en la WWE qui semble pusher les bonnes personnes. La seule personne qui ne décide de ne pas pusher, c'est Austin Theory pour des raisons que je trouve obscures. Mais sinon, ils ont l'air de pusher toutes les bonnes personnes. Donc, encore une fois, c'est une compagnie qui, en ce moment, a tous les regards portés sur elle, puisqu'elle fait les bons choix et qu'elle se comporte comme une compagnie professionnelle, qui a une qualité constante, certes, qui est un petit peu prévisible et qui a beaucoup de rouages qui ont été bien huilés, qui continuent à tourner de la même manière. On a très peu de surprises, je veux dire par là. Mais la machine fonctionne et encore une fois, des stars sont créées. Des stars sont créées, le futur est correctement créé. Et c'est une transition pour parler du sujet qu'on va parler dans une future vidéo, à savoir le combat actuel entre WWE et AEW. Et pourquoi la hype est si différente, qu'est-ce qui se passe. Et pour faire un petit teasing, il y a bien un point dans lequel la WWE écrase la AEW, et c'est dans la gestion de la création de nouveaux talents, de nouvelles stars. La WWE fait ça extrêmement bien, la AEW c'est une catastrophe sans nom. Mais cela, ce sera pour une prochaine vidéo. C'était ma petite review de Crown Jewel. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.